Bonjour. Nadine Meurant, il y a la grande histoire du CAPC, il y a les grands commissaires, les grands directeurs, les grands artistes, il y a tout ce monde-là. Et puis, en écoutant, là, pendant ces 2 jours, je me disais, eh bien, moi, je vais jouer Arlette Farge. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à l'histoire, cette petite histoire du CAPC qui est qui vient nous raconter le CAPC, mais par le côté des choses où on n'a pas le devant de la scène, mais ce qui fait que la scène tourne. Et donc Nadine Meurant, c'est vraiment quelqu'un qui a permis que la scène tourne. Donc je dirais qu'il y a plusieurs choses avec toi, Nadine, dont on pourrait parler. J'ai envie de dire 2 choses. D'une part, on pourrait traiter de la question du compagnonnage. Oui. Hein, et puis aussi une autre question pour moi qui serait cheville ouvrière. Voilà les 2 termes que j'ai pensé en te rencontrant, en parlant avec toi. Donc le compagnonnage, évidemment, Nadine, c'est 35 ans de travail au CAPC et c'est près le CAPC, elle est déjà là. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'elle a traversé une grande partie de l'histoire du CAPC auprès de Jean-Louis Froment et de Joseph Froment, mais aussi jusqu'à Charlotte Clobard compris. Donc oui. Vraiment, elle a vraiment accompagné toute une histoire. Alors moi, j'aimerais, Nadine, commencer par te dire, tu connais donc tous les arcanes de la fondation du CAPC. On peut même dire que tu les as réellement portés, pratiquement, j'ai envie de dire, sur les fonds baptismaux, si ce terme est encore possible à dire dans des lieux publics. Mais je dirais au sens où c'est même toi qui es allé déposer les statuts de l'association du CAPC à la préfecture. Hein, parce qu'à l'époque, on n'envoyait pas ça par mail, mais on y va à pied, ou je ne sais pas quoi, ou on prend le bus, et on va porter ça à la préfecture. Et donc, tu vas déposer les statuts de l'association du CAPC à la préfecture en février 1974. Mais en fait, tu n'arrivais pas là par hasard, et on peut dire que tu t'es engagé très tôt auprès de Jean-Louis et de Joseph Froment, plus de 35 ans. Qu'est-ce qui fait que tu réponds à l'appel de Jean-Louis Froment ? Jean-Louis, je le connais depuis l'enfance, puisque nous sommes nés dans le même village. Nous étions dans le même lycée, le même collège à La Réole. Et donc, il allait de soi qu'on faisait des choses ensemble. Quand il faisait quelque chose, s'il avait un besoin, il faisait appel à moi et j'étais là. Et alors ? Je suis en quelque sorte la préhistoire du CAPC. Donc, si tu peux nous continuer à nous parler un peu de cette préhistoire. C'est-à-dire qu'il y a eu la première exposition Regardez ailleurs qui était à la Bourse du Commerce. Moi, je n'y participais pas. Je travaillais à ce moment-là dans une entreprise à Bordeaux. Et au moment où il m'a sollicité, j'ai eu un problème de santé assez grave. Donc, j'ai subi une éclipse de quelques mois. Et après ma convalescence, on a repris durant l'été 73 le contact et visité pour la première fois l'entrepôt Lenné. Ce que tu me dis, c'est que vraiment tu as pris tous les risques parce que tu travaillais certes dans une entreprise à Bordeaux et ce qu'elle ne dit pas, parce qu'elle va raconter très doucement cette histoire-là, et cette histoire secrète, j'ai envie de dire, c'est que quand Jean-Louis vient la chercher alors qu'elle est dans une entreprise, elle fait du travail sur des agencements, d'architecture d'intérieur d'une certaine manière, elle va avoir une promotion certaine, elle va sans doute devenir cadre dans l'entreprise. À ce moment-là, Jean-Louis Froment vient la chercher en disant « Est-ce que tu te lancerais dans l'affaire avec nous pour le CAPC ?» Et elle dit oui, et elle quitte l'entreprise pour une association qui, pour le moment, n'a aucun revenu et aucun financement. Elle n'existait même pas. Elle n'existait même pas, et elle prend donc le risque de tout arrêter professionnellement d'un certain côté et se consacrer, c'est ce que j'appelle un réel engagement. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Au-delà de le désir d'accomplir quelque chose de nouveau. Dans le projet qu'il me présentait, il y avait quelque chose qui me fascinait. Et donc il n'y avait pas de doute, il fallait que j'y sois. Et est-ce que tu peux préciser un peu plus ce qui te fascinait dans cette affaire ? L'aventure, je pense, parce que moi, je n'avais pas de connaissances particulières en matière artistique. Pas plus qu'une jeune femme lambda qui feuilletait quelques revues ou quelques ouvrages d'art. Mais j'avais jamais pensé travailler dans un musée, ni quelque chose de cet ordre.
Mais Jean-Louis Froment avait le talent, un grand talent pour valoriser ses désirs et les transformer en projets auxquels on pouvait adhérer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu me disais qu'il y avait beaucoup de choses à faire et je faisais ce qu'il y avait à faire. Alors, c'était quoi ? C'est-à-dire comme il y avait tout à apprendre et tout à faire en même temps, au fur et à mesure que les problèmes se présentaient, on essayait de les résoudre. Enfin, j'ai essayé, puisque, à part moi, il y avait peu de monde. Mais voilà, c'était aussi simple que ça. Ça ne m'a jamais paru compliqué. Ça ne m'a jamais paru être une difficulté. J'étais là pour ça, donc je le faisais autant que possible. Donc vous vous installez en 73, tu dis au premier étage de ce grand bâtiment. Oui, oui. Alors c'était quoi les conditions ? Les conditions d'installation. De travail, puisqu'avec toi on va parler des conditions de travail. C'est-à-dire que d'abord quand j'ai visité l'entrepôt, ce qui m'a frappé, c'est la poussière. C'était très sale. C'était vraiment un entrepôt, et un entrepôt dont on voyait qu'il avait été inoccupé pendant des années. Il y avait encore dans la nef le système pour monter les barriques jusqu'au premier étage, des espèces et partout des vestiges des sociétés de transport ou de fret qui avaient travaillé ici. Il y avait les graffitis partout sur les poutres, sur les murs, et une saleté généralisée. Et vous étiez les seuls dans l'entrepôt ou déjà d'autres personnes s'étaient installées ? Alors, il y avait déjà Sigma, avait déjà un espace dans l'aile qu'occupe actuellement Arc en Rêve. Il y a eu, mais je ne me souviens pas s'il avait un bureau à ce moment-là, Fartov et Belcher. Jenny pourrait nous le dire. Oui. Oui, il y avait un bureau. Et il y avait la Société dramatique d'Aquitaine qui intervenait aussi ponctuellement, mais qui n'avait pas de bureau dans la place, mais qui occupait le lieu. C'est-à-dire que régulièrement, selon les besoins de ces structures, on transformait le lieu en scène de théâtre voilà. Donc toi, tu ne travailles pas sur Regarder ailleurs, qui ne se déroule pas dans ce lieu. Donc quelle est la première exposition sur laquelle tu travailles ici ? Pour Mémoire. Pour Mémoire, qui est la première exposition qui a été réalisée dans l'entrepôt par Jean-Louis Froment. Alors, à quoi tu travailles malgré tout en disant il fallait faire ce qu'il y avait à faire, mais à quoi tu travailles très physiquement ? À préparer la venue des œuvres, c'est-à-dire les transports et les transits, donc j'ignorais tout. Les dédouanements, on travaillait, les assurances des œuvres, les relations administratives avec les prêteurs, tout ce qui est nécessaire à la production d'une exposition. Tout le travail administratif. Bon, et au fur et à mesure, on apprend en travaillant, quoi. Et donc vous commencez réellement à exister comme association, à pouvoir être rémunéré, je crois que c'est en 74. Oui, ça a été un début, même pas au début, 74. Enfin, jusque-là, moi en tout cas, je n'étais pas rémunérée. Et la ville de Bordeaux va donc verser des subventions ? Alors, non, c'était une subvention du Mai musical qui permettait la production des expositions. Alors, Mai musical qui était financé bien évidemment par la ville de Bordeaux. Donc c'était une partie de cette subvention qui était dévolue au Centre d'art plastique contemporain à ce moment-là. Donc c'était d'une certaine manière le Mai musical qui vous commandait une exposition d'art contemporain à cette occasion-là. Il commandait, oui. Théoriquement, c'était un montage financier. Voilà. Il y avait dans le budget du Mai musical une part réservée pour le CAPC, Centre d'art plastique contemporain, et le nombre de fois où on m'a demandé quel plastique nous faisions, je ne les compte plus. Et donc quand les statuts de l'association sont déposés, là, vous allez pouvoir exister d'un point de vue administratif. Oui. Et là, j'imagine que très directement, la ville de Bordeaux, et quels sont vos financeurs à ce moment-là ? Alors, la ville de Bordeaux attribue une subvention à l'association, qui, elle, dispatche
entre les salaires, les charges et les frais d'exposition. Et c'était le seul financeur? À ma connaissance, oui. Il y avait toujours, oui. Il y avait le Mai musical toujours. Pendant un certain nombre d'années, je ne sais plus combien de temps, hein, il y a eu la ville a pris en charge les salaires des personnels. Et le Mai musical fournissait toujours, via le Mai musical, on avait toujours la subvention pour la production d'expositions. Alors, et c'était toi qui faisais, parce qu'il y a quand même un certain nombre de dossiers à faire, de demandes à produire auprès des institutions. C'était toi qui menais cette affaire-là? Comment ça se passait au niveau de l'administration? Autant que je me souvienne, oui. J'avoue que c'est des souvenirs très lointains. J'ai pas gardé ce mémoire du détail, mais oui, je m'occupais. Bon, donc, je l'ai dit déjà, du transport, des assurances, de tout le travail administratif qui permet la réalisation d'une exposition. Sans rien y connaître, hein, donc je découvrais à mesure. Donc c'est ce que j'appelle la deuxième phase, la deuxième version de ta position, c'est-à-dire bien sûr le compagnonnage, parce qu'avec Jean-Louis Froment et Josy, c'est une histoire qui est, comme tu dis, avant même le CAPC. Et ce compagnonnage, tu n'as jamais, tu n'as jamais failli à ce compagnonnage, et même au-delà de Jean-Louis et de Josy, ce compagnonnage, tu as continué à le faire pour l'ensemble, pour le CAPC, l'institution CAPC, tu l'as poursuivi finalement 35 ans. Oui, parce que c'est-à-dire que j'en ai vu la réalité, le succès, ça m'a semblé, c'était essentiel. Et puis après tout, je ne savais pas faire autre chose, moi. Oui, c'est vrai, ça t'avait lancé dans l'affaire. Oui, oui. Alors, je n'ai pas toujours eu la charge de l'administration, hein, puisque j'ai eu aussi à un moment la gestion de la bibliothèque, puisque je m'intéressais plus à la littérature qu'aux arts plastiques quand j'étais adolescente, donc j'ai eu droit à la bibliothèque. J'ai assuré pour le CAPC le suivi des travaux lors de la tranche la plus importante, là. Et voilà, donc des choses très intéressantes de toute façon. Donc c'est là où ce deuxième versant chez toi, c'est-à-dire ce que j'appelle la cheville ouvrière, la question qui me venait, me disait, combien de postes ont été nécessaires pour remplacer tout ce que tu faisais? Oh non, non, j'essaie de m'imaginer combien de personnes derrière toi. Il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que peu à peu, l'équipe s'est fournie au fur et à mesure du succès et donc de l'accroissement des moyens, des budgets. On pouvait recruter plus de personnel. C'est allé de pair, l'accroissement du personnel, avec l'extension de l'espace. Il y a eu comme une marche parallèle des deux. C'est-à-dire, au début, le seul espace d'exposition qu'on avait, c'était la galerie Ferrer et Foy. Pas de chauffage, pas d'une électricité qu'on installait, des cimaises qui n'existaient pas. On louait des toiles à une société entrepose pour faire des pseudo-cimaises. Et voilà, et tout l'accrochage se faisait comme ça. Et du tapis de coco au sol qu'il fallait balayer régulièrement, 1000 mètres carrés, c'est beaucoup. On n'avait rien. On n'avait même pas un aspirateur, quoi. Et alors, vous aviez quand même, pour monter les expos, il y avait des techniciens? Alors, il y avait des techniciens qui étaient détachés de la mairie de Bordeaux. Tous ne voulaient pas rester parce qu'ils trouvaient qu'ils travaillaient trop et sont restés et ont adhéré au projet, ceux qui ont été fascinés. Et il y en a eu beaucoup. Jusqu'à s'improviser animateur pour les enfants. Quand il y avait des sessions de l'Airbus qui avaient lieu dans l'espace, j'ai connu, moi, des techniciens qui se sont transformés en animateurs avec les enfants. Ceux-là sont restés avec nous pendant des années, évidemment. C'est le désir qui a fait se coaguler les individus autour du projet. Le désir de réaliser ce projet. Un désir informel. Enfin, on ne savait pas vers quoi on allait, mais on savait que ça pouvait se faire et ça devait se faire.
Et donc finalement, ce désir, il concernait différents types de personnes. C'était Oui, à la fois oui, des amoureux, enfin des personnes qui étaient déjà oui, centrées sur l'art contemporain, mais aussi oui. ça pouvait être un technicien, ça pouvait être C'est ça. le Alors, balayeur. oui, Enfin, oui, oui. Hmm. Alors, c'est vrai que la structure est un peu étonnante, puisque l'Arbus était un service du CAPC, tout en dépendant, lui, directement de la mairie de Bordeaux. Dès sa création, il a été pris en charge financièrement par la mairie de Bordeaux, et les animateurs de l'Arbus étaient rémunérés par la ville. Hmm. C'était un service de la ville. Oui, c'était un service de la ville, alors que le CAPC qui l'abritait ne l'était pas. Hmm. C'était une association. Et après, à un moment donné, tout ça s'est réuni quand le CAPC est devenu musée ou quand la ville de Bordeaux. Comment ça s'est Oui, passé? dès la première tranche, oui, en 84, je crois. Voilà. Donc cette cheville ouvrière que tu as, elle va donc travailler à l'installation du CAPC, mais elle va travailler aussi, tu vas travailler aussi sur les travaux. Et ça, c'est assez important parce que hier, l'architecte Jean Pisse nous disait que ça a duré 12 ans. Ah ben, il y a eu plusieurs tranches, oui. Et je crois que tu as été très proche de cette équipe. Oui, André surtout pour la dernière tranche là, de 91. Et qu'est-ce que tu avais en charge? Qu'est-ce que tu avais comme... Mais moi, je représentais le CAPC dans les discussions avec les architectes et les entreprises pour défendre les intérêts du CAPC, c'est-à-dire ses intérêts esthétiques surtout. C'est-à-dire Parce que c'est pas toujours évident, une entreprise, qu'elle perçoive le pourquoi de non, il faut pas fermer cette arche, même si c'est important du point de vue de l'architecture, parce que il nous faut dégager une perspective Et donc tu devais... pour les œuvres. C'est-à-dire que tu devais... Donc je veillais, oui, à ce que ce soit que l'aboutissement des projets soit conforme à ce qu'était le désir de la direction pour les expositions. Et tu avais, comme je sais que tu as eu une formation à l'architecture d'intérieur et à l'installation, à l'aménagement, quelle est ta part à toi dans, par exemple, tout ce qui a été l'aménagement des bureaux, l'aménagement de toutes les salles de travail? J'ai travaillé un peu avec André Putman pour le mobilier, sur le choix des mobiliers. Ton avis était entendu? Comment ça se... Parce qu'elle vient avec un projet quand même. Elle vient avec oui, une elle idée venait très avec précise. des projets, mais pour adapter le projet au lieu. Il y avait parfois des adaptations à faire. Oui, non, j'ai jamais eu de problème. Mais il faut dire que j'ai travaillé avec des gens extrêmement talentueux. Donc ça aide beaucoup. Donc ça dure 12 ans, là, ces travaux et 12 ans, pas en continu, heureusement. Mais 12 ans, il y a eu la première tranche de travaux rue Foy, sur la rue Foy. Ensuite, il y en a eu rue Ferrer. Et après, il y a eu la prise à partie de l'ensemble du bâtiment en 91. Et là, nous avons déménagé. Cette partie-là. Alors moi, j'étais à ce moment-là, je faisais le suivi des travaux et j'étais responsable de la bibliothèque. Donc je me suis retrouvée dans la salle Mably, à la bibliothèque Mably, avec les rayonnages, les documentalistes, tout. Tu étais bien. J'étais dans la chapelle. Mon bureau était devant l'hôtel. Et alors, j'ai une question, en entendant aujourd'hui, hier, sur les expositions, en particulier aujourd'hui, quand on a entendu parler de trafic, quand on a entendu parler de Citizen the Move, ou quand on entend parler même aussi de l'installation de Buren, où certaines choses se font, je dirais, dans le moment et dans le lieu, je me demandais comment, au niveau des financements et des prévisions que peut faire une institution par rapport à ces aléas d'exposition en construction, enfin, où on voit l'art se construire en même temps qu'il va devoir se montrer. Comment ça se passe dans une institution pour s'adapter, pour avoir des ajustements, des ajustements avec la... je veux dire, les prévisions... Mais ça, c'était pas moi qui le négociais quand il y avait des ajustements, c'était Jean-Louis Froment. Directement avec les financeurs. Oui, c'est-à-dire que il y avait un découpage en services dans le CAPC. Il y avait le service exposition, qui avait un budget propre, qui s'occupait de son budget. Je parle du CAPC au moment où il a été le plus évolué.
Et il y avait un budget de l'administration. Moi, à ce moment-là, j'avais la gestion des personnels, le contrôle, sachant malgré tout que c'était très ambigu, parce que les personnels étaient du personnel contractuel municipal ou titulaire. Donc, parfois, c'était un peu délicat à gérer, mais bon, il n'y a jamais eu de problème majeur quand même. Je me demandais si... Donc, tu n'as pas eu... Toi, tu as très vite arrêté de t'occuper de l'ensemble de l'administration du Oui, CAPC. je ne sais plus à quel moment j'ai pris On m'a donné la direction de la bibliothèque, donc je me suis occupée de la bibliothèque. Ben, c'était pendant la durée des travaux, en 91. Je n'ai pas cherché à retrouver les dates, je ne me souviens plus. Oui, le découpage était étrange, c'est pour ça que ça faisait beaucoup sursauter parfois l'opposition à la mairie de Bordeaux, quoi, parce que le découpage administratif du CAPC avait des conséquences sur les budgets, sur les subventions. Mais toutes ces difficultés se sont bien aplanies dès lors qu'il y a eu la reconnaissance de la direction des musées de France. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a transformé là C'est-à-dire que c'est la tutelle, c'est les musées de France qui sont le tuteur et qui garantissent à ce moment-là. Ça donnait une légitimité supplémentaire pour les politiques. Et il y avait des budgets qui venaient d'ailleurs aussi, du ministère de la Culture directement, j'imagine, des choses qui étaient... Les financeurs n'étaient pas les mêmes, j'imagine. Oui, c'était pas. Oui, pour la restauration, par exemple, pour les acquisitions d'œuvres, oui, bien sûr. Mais ça, moi, je n'ai jamais géré cette partie-là. D'accord. Et donc, tu me disais, finalement, au début, on n'avait pas de plan. Tu m'as dit une chose assez jolie. Tu m'as dit, on voulait tous la même chose, oui. Et nous étions d'accord sur les moyens pour y arriver. Il me disait, et tu m'as même dit, j'avais la capacité pour faire tenir les choses avec l'inventivité de Froment, d'exploser, de bousculer, de secouer Bordeaux. Oui. Ben sans lui, rien n'aurait été fait, c'est certain, quoi. Mais bon, comme on se connaissait depuis très très longtemps, je n'avais pas de grandes difficultés, moi, à interpréter ce qu'il souhaitait, quoi. C'est-à-dire ? Ben, quand il présentait un projet, pourquoi, comment, j'en sais rien, mais je savais ce qu'il fallait faire pour que ça puisse se réaliser dans le sens qu'il souhaitait. C'est difficile à décrire parce que c'est une connivence, quoi. Il n'y a pas de. Nous, on se connaît depuis qu'on a 6 ans. Hein. Donc tu savais par où ça se. Je sais pas comment. Oui, mais on connaît nos qualités, on connaît nos défauts, on connaissait tout ça, oui. Et donc, tout ça, là, voilà. Et maintenant, j'aurais envie de te demander, j'en pensais à une autre question, je me disais, dans le fond, la question que j'aurais envie de te poser, c'est toi qui as traversé quand même une grande période, 35 ans sur 50 ans ici aujourd'hui, c'est pas mal quand même. Et les choses se transforment. Enfin, on pense que les choses se transforment peut-être. Et je me disais... comme c'est une très belle aventure, tu m'as toujours dit, et tu le redis encore aujourd'hui, que tu as adhéré tout de suite et que tu trouvais ça, que l'aventure de cette entreprise t'intéressait, que le bricolage du départ s'est transformé, a pris de l'intensité, est devenu autre chose. Mais malgré tout, il y a quelque chose de cet esprit-là, quand tu en parles, qu'on a envie de garder encore. Et je me disais comment, pour que rien ne change, il faut que tout change. Je veux dire, qu'on entend dans le Guépard. Et je me demandais quel est ton regard, à l'heure actuelle et rétrospectivement, à la fois sur cette histoire-là et puis sur ce que ça devient. Et sur ce que tu aimerais que rien ne change et en même temps de changer. Alors, je ne me souvenais pas d'avoir dit ça, que rien ne change. Non, c'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis, finalement, dans cette histoire, on a envie de dire, pour que rien ne change, il faut que tout change. C'est-à-dire, pour que rien ne change, je pensais à ça, pour que rien ne change de ce désir, de cet engagement, de ce... C'est-à-dire qu'il faut faire à chaque fois selon son désir. Je crois que c'est la clé. Alors, après, il faut peut-être être assuré que son désir soit le bon.
Mais il ne faut rien lâcher quand on a un projet, sur le projet, sur le désir du projet, quoi. Ça, c'était la grande qualité de Jean-Louis Froment. C'est-à-dire un projet, il n'allait pas l'édulcorer, il n'allait pas l'amputer, il n'allait pas le réduire parce qu'il y avait des contraintes administratives ou budgétaires. Éventuellement, il le transformait, mais il ne le lâchait pas. Et derrière, vous Nous, derrière, on lâchait rien, on essayait de rien lâcher non plus. C'était pas toujours facile. Voilà, donc de temps en temps, il faut jouer C'est-à-dire que pendant longtemps, quand même, on a pâti de cette structure bicéphale, quoi, entre l'association et la mairie. Ça s'est unifié avec l'avènement du musée en tant que tel, et donc la présence des musées de France comme un garant, quoi, de la qualité, de la pérennité du projet, parce qu'on comprend bien que les citoyens qui payent des impôts locaux n'ont pas envie de financer des entreprises éphémères. Alors, là, peut-être une question un peu, pas conclusive, mais en tout cas qui ouvrirait à d'autres choses, c'est qu'est-ce que tu as aimé dans cette relation, enfin, dans l'art, qu'est-ce que tu as aimé dans les différentes expos que tu as vues, qu'est-ce qui t'intéressait dans cette affaire? Alors là, c'est vaste question. Alors, il y a eu la surprise, souvent. La surprise d'artistes que je ne connaissais pas, la présence d'artistes, la surprise du public. Il y a eu des choses quand même assez étonnantes. C'est pas une exposition artistique, mais qui a eu un succès phénoménal, c'est l'exposition de Johnny Hallyday. Donc il faut avoir été témoin de la ferveur de certains groupies qui venaient presque tous les jours dans l'espoir que l'idole se montre, surgisse. On avait été débordés ce jour-là, c'était au tout début. On avait été débordés, il y avait un tel afflux qu'on avait été obligé d'interrompre l'entrée dans les salles. Et c'était un public tout à fait inhabituel. Ils considéraient les vêtements de Johnny Hallyday comme des reliques, quoi. Et d'autres... Alors, d'autres... Bon, moi, quand je suis entrée dans l'entrepôt Lenné, malgré la poussière, c'était pas distribué de la même façon, la nef n'était pas ouverte comme elle l'est, les mezzanines étaient plus ou moins fermées, mais il y avait quand même cette lumière qui tombait du plafond sur le sol, et cet espace sombre et lumineux, c'est pour ça qu'on l'appelait la nef, qui était saisissant, mais littéralement saisissant. Et je me souviens de performances, par exemple, dans la nef, à une époque où il y avait peu de monde encore, de Charlemagne Palestine, qui avait on avait été obligé de faire venir le piano Bosendorfer de Vienne pour lui. Moi, j'avais jamais fait voyager des pianos, ça a été assez compliqué pour un objet, quoi. Mais on l'a fait parce que la performance ne pouvait pas avoir lieu sans ça. Donc ce piano et cette musique, ces nappes de musique qu'il produisait et qui envahissaient l'espace, c'était subjugant. C'était quelque chose d'extraordinaire. Oui. Mais là, tu savais que tu avais eu raison de travailler pour faire venir le piano. C'est-à-dire que la beauté, a toujours raison, quelle qu'elle soit. Là, c'était de la musique, mais ça pouvait être... ça a été Laurie Anderson, par exemple, dans des performances, parce qu'il y avait les expos, mais il y avait toutes les séries de performances aussi. Donc, des découvertes, quoi. Et des artistes, la présence d'artistes, ou alors des plasticiens, le choc aussi visuel du petit carré de pollen de Wolfgang Leib dans la nef, qui transcendait, qui s'élevait presque dans l'espace, parce que le pollen provoquait une espèce de halo de lumière qui surmontait l'œuvre. Ça donnait une épaisseur à l'œuvre qu'elle n'avait pas dans la réalité. C'était un effet visuel saisissant.